Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les activités économiques et sociales ont repris un peu timidement ce mardi à Port-au-Prince après les violences recensées lundi. Mais la peur est toujours présente dans les esprits. L'opposition politique annonce la reprise de la mobilisation devant conduire au départ du président Jovenel Moïse. Du 20 septembre au 17 octobre, toute une série de mouvements de protestation seront organisés afin de forcer le chef de l'État à quitter le pouvoir. Légère baisse des prix de produits de première nécessité. L'appréciation de la gourde par rapport au dollar a été partiellement répercutée sur les prix de certains produits, mais pas de manière significative. Après la vive tension qui a régné lundi, les activités ont repris timidement dans la plupart des zones touchées par le mouvement de protestation du groupe Fantôme 509. Alors qu'à Delma, Nazon et Lalu, les barricades ont été enlevées, des résidus de pneus enflammés sont encore visibles sur la chaussée. À Bourdon, la carcasse du véhicule incendié pendant le déroulement des événements est toujours visible. Parallèlement, au centre-ville de Port-au-Prince, les étudiants continuent leur mouvement de protestation, notamment pour exiger que justice soit rendue à feu Maître Dorval. L'opposition annonce une nouvelle vague de mobilisation contre le pouvoir en place. Du 20 septembre au 17 octobre, des organisations de l'opposition, dont le secteur démocratique et populaire, soutenu par des syndicats d'enseignants, ainsi que des structures de la société civile organisée, se proposent de lancer une nouvelle offensive pour évincer le régime en place. En conférence de presse ce mardi, les représentants de ces différentes structures de l'opposition ont réitéré leur volonté de venir à bout du régime tête calée. Jeudi cap 17 septembre, élèves, professeurs ont lancé mobilisation dans tout le pays et opposition supporté mobilisation ça. 20 septembre 2020, nous pourrons célébrer la vie de Jean-Jacques Dessalines. Et c'est important. Son gros mobilisation la pied, la célébration de la vie de l'empereur. Et nous avons la conviction que le projet dessalinien est encore viable. Le projet dessalinien qui te gagne la dernière, l'intégration des masses rurales, des masses populaires, pour venir vivre tant que monde. Projet ça, après plus que 200 ans, il est encore viable. La construction de l'État qui est capable de défendre le pays, il est encore viable. La défense de la souveraineté nationale et de l'indépendance. Bref, tout élément dans le projet ça est encore viable. Alors, 20 septembre, c'est la célébration de la vie de l'empereur. 30 septembre, c'est quartier populaire qui a subi en bas insécurité. Il a pas assassiné Jovenel Moïse avec Genève, a tué petit yo, Bel-Air, Cité Soleil, La Saline. Son journée de mobilisation pour yo. Parce que les gens sont habitués victimes déjà. Après coup d'État 91 là, eh bien, frappe qui aujourd'hui a sous pouvoir à travers PHTK, il a fait plus passer 4500 cadavres dans le quartier populaire. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. De oublier, on va vivre encore. Nous ne pouvons pas manger, oublier. 2 octobre, c'est une journée de mobilisation, mais c'est une rencontre nationale n'a fait les organes. Une rencontre nationale n'a fait les organes avec des délégués qui sont sortis dans tout le Grand Sud là. Délégués qui sont sortis Jérémy, qui sont sortis Okaï, Miragouane, Nip, qui sont sortis Gressier pour venir participer dans la rencontre nationale. Ça. Mettez dans le pays une transition qui pour permettre de nous poser vrais problèmes, problèmes de fond, craser le système pesé sous qui si m'a misé dans tout le pays, c'est l'un de combat secteur démocratique là. Faire procès Petro-Caribé, faire conférence nationale là, une nouvelle constitution pendant la transition, pas avec Jovenel Moïse. Voilà la ligne de combat du secteur démocratique et populaire.
La forte chute du taux de change de la gourde par rapport au dollar a été partiellement répercutée sur les prix des produits de première nécessité au cours de ces derniers jours. Dans les marchés publics de la région métropolitaine de Port-au-Prince, les marchandes indiquent que des baisses intéressantes sont enregistrées sur certains produits clés, dont le riz, l'huile, le lait et le sucre. Des commerçantes rapportent une baisse de 500 gourdes sur les petits sacs de riz et de sucre. Pour la majorité des produits, les prix n'ont pas bougé. Certains détaillants affirment avoir baissé les prix afin de récupérer la baisse. Ils anticipent ainsi une baisse des prix des importateurs. Depuis quelques semaines, la gourde prend de la valeur par rapport au dollar américain. Le constat est quotidien. Cela étonne plus d'un. Économistes, hommes et femmes politiques sont déjà montés au créneau pour faire valoir leur analyse. Le président de la République, Jovenel Moïse, lui aussi, lors du 6e dialogue communautaire au Palais national, s'en est pris aux gros commerçants importateurs en leur demandant de faire un geste. Carmen et Célimène, jeunes marchandes de produits de première nécessité, formulent des vœux. Dès qu'on achète pour $130, dès qu'on vend 140, on a acheté $110, moi vend $120. Maïa te qu'on vend 500, les vend 360, nous vend maintenant $60. Qu'est-ce là te qu'on vend $870, moi descend à 800 qu'on a. Pas retirer un peu long mais aussi on petit bail quand même. Moi ça dit te qu'on vend 480, on a descend à 350, 370. Moi demande 400 mais c'est pas lui même ça. Ça nous table, il pas coller même ça qui arrive. Pour pas descendre même. Pas gain pour descendre. Et peut-être dans dire à Maïa, ils font une petite amélioration tout petit, mais pour pouvoir, ils vont faire rien là-dedans. Comme ils ont commencé, pour regarder ça, ils vont faire pour nous plus. Parce que de jour en jour, ils vont aller de mal en pire. Pour sa part, Reynolds juge la situation défavorable. Propriétaire d'un dépôt de provisions alimentaires au marché Cocoyer sur la route de Frères, il pense que le gouvernement va trop vite en besogne. Il n'a pas pris en compte la fragilité de la situation de la classe moyenne commerçante lorsqu'il a décidé d'œuvrer en faveur de la valorisation de la gourde, selon Reynolds. Le Jovenel prend une décision, il descend comme là. C'est les dirigeants. Mais s'il prévoit tout, la paix des classes moyennes, là, il était capable de prendre des frais. Ok, à partir de tel mois, comme on va le baisser. Les malons magasin me prend 20 ça, même qu'on est si l'an prochain mois, pour le baisser, au lieu de me prendre 20, je prends 5. Bah on se comprend. Parce que pour l'année pour moi-même marché dire $478. Je paye $4 avec. Am $482. Actuellement là, il y a $360. Alors imaginez si vous 110. Maïa même gens. Bléa même gens. Ça n'est pas aidé, ça a écrasé peuple. Comme ça a écrasé peuple ça. Ça pas mon encouragement pour investir dans le pays. C'est décourager moi. Moi actuellement là, je prends comme là en fond de là même. Sophia est au marché pour faire ses emplettes. Pour elle, l'accès aux produits de première nécessité ne devrait pas être si difficile pour une population qui, déjà, manque de tout. Là, je suppose descendre pour tout le monde vivre aux gens. Pour la vie améliorer, sauf fait normal, il suppose descendre toujours. Bon, comme des cas de ça, pour faveur, son douanier, tout le monde suppose qu'à manger à l'aise. Mais vraiment pas humain pour le monde pas manger. Mais ça est dernière limite là, on suppose qu'à manger à l'aise. L'impact de la revalorisation de la gourde par rapport au dollar semble être important sur le prix des produits des premières nécessités sur le marché local. Mais ceci n'empêche pas que certains citoyens demandent à l'État haïtien de faire un effort supplémentaire pour répondre aux attentes de la population. Et le président de la République, Jovenel Moïse, l'a promis à l'occasion du 6e dialogue communautaire au Palais national. Si la gourde prend automatiquement de la valeur, les prix des produits de première nécessité ne doivent pas baisser en mode manuel, rappelle le président. Nous demandons tout acteur qui attendent nous, qui regardent nous là, prendre responsabilité. Cette histoire de un seul coup dormi pauvre lever riche là, c'est pas dans dollar pour dormir pauvre pour lever riche, c'est bolette pour aller jouer. Ça veut dire sous sorti pour riche, c'est bolette pour aller jouer dans le casino. C'est pas dans ça fait $20 pour faire un seul coup, bagage ça c'est al fini dans le pays. Ça veut dire aujourd'hui c'est pour l'argent refléter vrai visage marché.
Des stations-service de la capitale, notamment celles de Delma, Pétionville et du centre-ville, ne disposent pas de gasoline selon les constats d'une équipe de métropole ce mardi. Certaines pompes à essence distribuent seulement du diesel, d'autres sont presque en rupture de stock et il y en a qui sont tout simplement fermées. Peut-on dans ce cas parler de rareté ou est-ce un retard dans les livraisons dû au mouvement de protestation? Rodolphe Pierre-Louis nous présente un reportage. Y a-t-il vraiment une rareté de carburant ou s'agit-il juste d'un retard dans les livraisons? En tout cas, dès que le carburant se fait rare, on le remarque rapidement. Depuis le week-end écoulé, les files d'attente s'allongent devant certaines stations de service de la place. À Bourdon, des automobilistes et des motocyclistes, entre autres, font la queue pour faire le plein. Pourtant, le carburant diesel ou gasoline est disponible en grande quantité, nous confie un pompiste sous couvert de l'anonymat. À Pétionville, notamment entre les rues Métellus et Chavannes, s'approvisionner est loin d'être une partie de plaisir. Pourtant, depuis ce mardi matin, il n'y a plus de gasoline, confirme l'un des responsables de cette station, qui ajoute que plusieurs pompes sont déjà fermées. Près de là, précisément au carrefour des rues Rigaud et Chavannes, c'est le même constat. Les fameux galons jaunes sont de retour. Nous sommes à présent à Delma 83. Cette station qui reste parfois ouverte jusqu'à 8 heures du soir est fermée. Les clients font demi-tour, même si certains se disent prêts à attendre une éventuelle reprise des activités en cours de journée. Toutefois, cette fermeture attire l'attention et suscite pas mal de questions. Dans le cadre de notre périple, toujours sur l'autoroute de Delma, le tableau s'affiche différemment. À Delma 48, un camion de livraison d'essence est remarqué. Quelques stations de service fonctionnent, même si la plupart conservent leur rideau de fer baissé. Pas d'activité, même les agents de sécurité brillent par leur absence. En somme, les observations en disent long et laissent libre cours à de nombreuses questions, notamment est-ce que les mouvements de protestation de samedi et de lundi n'ont pas empêché les livraisons qui devaient avoir lieu à Delma, Pétionville ou au centre-ville? Difficile de l'affirmer, cependant, jusqu'ici, les autorités se montrent rassurantes. Des milliers de barils sont disponibles et 2 bateaux sont arrivés au port vendredi, a précisé Ignace Saint-Fleur, directeur général du BMPAD. Notons que dans l'intervalle, certaines informations provenant d'une source sûre laissent entendre que la mise en place de la nouvelle structure des prix serait à l'origine de malentendus entre les distributeurs et le ministère de l'Économie et des Finances. C'est le refrain d'une chanson que de nombreux citoyens de la capitale sont obligés de répéter. Cette semaine, le carburant est disponible et durant l'autre, les rumeurs laissent croire à une éventuelle rareté. Et dès que les rumeurs circulent comme une fumée qui se propage dans l'air, le constat est évident. Colère, frustration, bousculade, c'est un véritable casse-tête pour pouvoir faire le plein dans les stations de service. Les autorités rassurent, la réalité les place au pied du mur et à coup sûr, des citoyens qui réclament l'anonymat affirment qu'ils ne sont pas aussi sûrs, du moins, n'être sûrs de rien. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Après examen du cas des 5 policiers transférés au pénitencier national par la justice puis libérés sous pression de Fantôme 509 samedi dernier, le protecteur du citoyen Renan Hédouville déplore un manque de communication entre le parquet, le ministère de la Justice et l'inspection générale de la PNH. Suivez ses explications. Nous avons soulevé plusieurs interrogations et nous avions estimé, nous autres, à travers une note de presse que nous avons publiée, que, étant donné que les policiers qui ont été arrêtés par le parquet, qui ont été conduits au pénitencier national, selon toute vraisemblance, selon les déclarations de plusieurs autorités, eh bien, ont commis jusqu'à cette minute une faute administrative. Donc, au niveau du parquet, c'est une analyse que nous avons faite. Nous estimons que le commissaire du gouvernement, en principe, devrait envoyer le dossier au cabinet d'instruction, d'une part, et ensuite, nous nous interrogeons également sur le comportement ou encore l'attitude des autorités au niveau du ministère de la Justice. Lorsqu'on sait que
Un commissaire du gouvernement, il est censé le représentant de l'exécutif au sein de l'appareil judiciaire. Le commissaire du gouvernement est en contact permanent avec le ministre. On se demande est-ce que c'est le commissaire du gouvernement, le commissaire AI, qui avait pris cette décision de façon isolée. On se demande pourquoi, par exemple, le dossier qui était au niveau de l'inspection générale de la police en train d'être traité. L'inspection générale de la police n'avait pas encore fourni un rapport définitif sur le dossier. Pourquoi on avait décidé d'envoyer les policiers au pénitencier national. Donc nous pensons qu'il fallait une intervention en amont et c'est cette intervention en amont qui n'a pas été faite et bien qui nous a donné ce que l'on a vu samedi dernier, ce que l'on a vu dimanche et ce que l'on a constaté aujourd'hui encore dans la journée du lundi avec des casses, avec des attaques sur des véhicules, avec des attaques verbales, physiques sur des fonctionnaires de l'État, notamment la mairesse du Grissier qui a été attaquée samedi dernier. Donc, voilà la position de l'OPC sur l'arrestation et encore l'envoi des policiers au pénitencier national. Mais ce qui est un constat, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est très préoccupé, on est inquiet par rapport à l'évolution du dossier, notamment du dossier de l'assassinat de notre bâtonnier Maître Montferré d'Orval, mais on est aussi préoccupé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Nous sommes à la veille de la commémoration de la Journée internationale de la démocratie, mais ce que nous sommes en train de vivre, malheureusement, au quotidien, eh bien, ce sont des attaques qui vont à l'encontre même de cette notion de démocratie, dans la mesure où l'on sait que la démocratie, d'abord, c'est la tolérance, la démocratie, c'est l'ordre, la démocratie, c'est la discipline, la démocratie, c'est la primauté du droit, la démocratie, c'est l'équité, c'est l'égalité, et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en dehors de tout ça. C'est pourquoi que nous pouvons dire que on est tous ceux qui croient en ce que l'on peut appeler la démocratie, eh bien, doivent certainement exprimer des préoccupations par rapport à l'avenir de la démocratie en Haïti aujourd'hui. La violence va à l'encontre de la démocratie. La démocratie ne se construit pas dans ce que l'on peut appeler sur un terrain de violence. Donc tout ce qui est lié directement ou indirectement à la violence va à l'encontre de la démocratie. La démocratie, c'est le combat au niveau des idées, le combat au niveau de la dialectique des idées. La démocratie ne se construit pas avec des scènes de violence, mais la démocratie demande aussi la participation des gouvernants et des gouvernés, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. La démocratie, ce n'est pas, si vous le voulez, comme un produit que l'on va acheter dans un supermarché. La démocratie, ce n'est pas une importation, par exemple, d'un véhicule à l'extérieur, mais la démocratie, c'est un apprentissage, c'est un idéal, et c'est quelque chose qui demande l'intervention des gouvernants d'une part pour faire respecter les lois et aussi l'intervention, la participation des gouvernés. Donc en clair, c'est ce que je pourrais appeler une responsabilité partagée entre les gouvernants et les gouvernés. Et c'est ce qui nous manque. La journée internationale de la démocratie, c'est ce mardi 15 septembre. À cette occasion, le parti politique paysan s'est prononcé sur le sujet. 34 ans après la chute des Duvalier, la démocratie n'a fait que du tort au peuple haïtien, selon le porte-parole de cette structure politique. En conférence de presse, Rubens Hyacinthe a fait savoir que le pouvoir vient du peuple dans une société démocratique. Le parti politique paysan en a profité pour rappeler que c'est par les élections qu'un acteur doit accéder au pouvoir. Suivez les explications du porte-parole Rubens Hyacinthe. Une société pour battre estomac pour dire que c'est une société démocratique doit chita sous la loi. Côté droit, tout le monde doit respecter et puis tout le monde doit couper en bas à la loi dit. Dans un pays, côté démocratie a triomphé, c'est majorité moun qui a capacité pour ça, qui doit élire moun qui pour diriger et puis agir selon la loi. Parti politique paysan, rete quoi? Maman loi pays d'Haïti, relais constitution 1987 amendé ya. Constitution a défini pouvoir avec limite pouvoir toute institution nou yo. Personne pas gen droit violer maman loi pays. Yon pouvoir pas gen droit jouer rôle yon l'autre pouvoir. Qui donc parti politique paysan mandé pour autorité yo suspendre souffleter démocratie dans pays d'Haïti. Pas agir avec la force. Chita ak acteur politique yo
pour remettre Haïti sur route démocratie. Depuis quelque temps, pouvoir législatif là dysfonctionnel, pouvoir judiciaire dans coma, pendant pouvoir exécutif là a fait face à une crise politique, sociale et économique. Côté personne pas épargné devant gros vent insécurité ça cap soufflé sur tout pays. Parti politique paysan mandé pour autorité yo, tout acteur politique yo et institution dans société civile là respecter règles jouet démocratique là. Démocratie pas veut dire c'est un petit clic moun k'ap décider pour majorité ya. Dans une démocratie, c'est voix majorité ya qui pour respecter. Pour ça arriver fait, c'est chemin élection pour nous prendre. Une élection avec un appareil électoral que personne pas chercher contrôler d'avance. Tout candidat doit partir avec même chance. Parti politique paysan souhaité pour toute décision politique qu'a prend doit prendre dans sens maman loi pays d'Haïti te prévoir pour décision ça yo prend. Le ministère des Travaux publics a réalisé une percée dans le Morne-l'Hôpital afin de relier le sud au nord de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il est possible désormais, à partir de Mariani, d'atteindre La Boule sans passer par le centre-ville de Port-au-Prince. Le ministre des Travaux publics, Joasséus Nader, a évalué ce mardi 15 septembre l'état d'avancement des travaux de cette route. 40 km de voies en terre battue relient La Boule 12 à Bizoton 53, Dikini 63, Saint-Roch et Mariani. Au terme de sa supervision, le ministre Nader a exhorté les techniciens à agrandir davantage la route pour faciliter une bonne circulation des véhicules. Les engins du ministère des Travaux publics ont déjà percé un tronçon de route dans le quartier de Dikini 63 prolongé. De plus, d'autres tronçons à Bizoton 53 et Dikini 63 ont été réhabilités. La route permettra le désenclavement de plusieurs sections rurales de Carrefour, dont Dufresne et Valmont. Les responsables de plusieurs CASEC ont salué la réalisation de cette infrastructure qui facilitera l'accès aux soins de santé. Mais les habitants de ces régions pressent les autorités à réaliser d'autres projets pour rendre l'électricité et l'eau potable accessibles. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.